Bonjour à tous, aujourd'hui on continue à partager avec vous la série intitulée Divergence et concordance entre les caractères chinois et les alphabets français, œuvre de M. Tu Qinggang, professeur de littérature française à l'université de Wuhan. Voici le troisième et dernier chapitre. La locomotive est un pictogramme. Étant alphabétique et arbitraire, le français se creuse en soi d'une distance entre le nom et la chose. Grimace observe. Toute expression est un voile jeté sur le fond obscur et silencieux d'une réalité indicible. Aux yeux de Foucault, c'est le vide essentiel qui fonde toute représentation. Pour resserrer les liens entre signifiant et signifié, beaucoup d'écrivains français se tournent vers la langue chinoise, ou plus précisément, ils s'attachent aux pictogrammes et idéogrammes qui scintillent idéalement. En effet, les caractères chinois sont formés de ces approches d'après la synthèse de Xu Sheng, rédacteur du premier dictionnaire de chinois. On cite pictogramme, xiangxing, indicatif, 指示, idéogramme, 会意, forme son, 形声, transfert, 转注, et emprunt, 假借. La première approche se caractérise par une représentation plus ou moins réaliste et imitative de l'objet, telle que 口, bouche, 人, homme, et 山, montagne. Yang, la chèvre, est rendue sensible par la forme de sa corne. Les idéogrammes indiquent des idées abstraites interprétées par des images concrètes. La cible percée d'une flèche signifie atteindre zhong. Elle désigne aussi milieu, wang, roi. Se compose de 3 traits horizontaux symbolisant ciel, homme, terre, reliés en leur milieu par un trait vertical. Dans la tradition chinoise, le rôle du roi consiste à unir les 3 génies visant à réaliser l'accord universel harmonieux. Ming, clarté, est une juxtaposition du soleil et de la lune. La masse, zhong, se compose de 3 hommes, Ren. Les indicatifs sont combinés par plusieurs mots simples, le plus souvent donnés par un pictogramme et un signe indicatif, par exemple Shang, haut, est fait d'un trait suspendu au-dessus de la courbe. Dans le cas contraire, c'est xia, bas. Lorsque la clé blé, re, est juxtaposée au feu, huo, on obtient l'automne, qiu, saison où les céréales ont la couleur du feu. Si on ajoute en bas le radical cœur, xin, on obtient chou, la tristesse, le cœur en automne. C'est dans la combinaison, en effet, que sont nés la plupart des caractères chinois. C'est donc un exemple. La clé, mu, bois, peut recomposer le pêcher, tao, le peuplier, yangshu, le saule, liu, et beaucoup d'autres arbres. Ils se prononcent différemment selon la partie phonique. Dans l'écriture poétique chinoise, François Cheng a remarquablement illustré les magies des traits. Il s'agit d'un vers de Wang Wei, poète chinois du 7e siècle et adepte du zen. Le poète décrit un hibiscus sur le point de fleurir. À force de contempler l'arbre, on finit par faire corps avec le végétal et vit de l'intérieur l'expérience de l'éclosion. Au tout début, l'auteur aligne 5 caractères, Mo Mo Fu Rong Hua. À traduire mot à mot, c'est branche, bout, hibiscus, fleur, au sens complet de au bout des branches, fleurs d'hibiscus. La succession des mots étale le processus d'un arbre qui fleurit. Le premier mot, bois, présente un arbre nu. Le deuxième mot, bout, érige un bois surmonté d'un petit trait. On dirait un bourgeon surgit au bout de la branche. Le troisième fou pointe la clé de l'herbe. Le quatrième rond découvre le radical floral, se voit multiplié de traits comme si la fleur portait de nombreux pétales.
Dans le dernier caractère roi, hibiscus prend forme en plénitude. Derrière ce qui est montré se cache une idée du zen, celle de l'homme qui s'introduit en esprit dans l'arbre et participe à sa métamorphose. Les 5 caractères que je viens de déchiffrer abritent chacun une forme humaine. Mo porte la clé homme. Fu contient fu, qui dit adulte masculin. Zhong est composé par la clé fleur et le visage zhong, dans lequel on voit la bouche, le nez et les yeux. Le dernier roi est combiné par 3 éléments, plante, homme, transformation. L'ensemble suggère que l'hibiscus est le fruit de l'homme, participant à la transformation universelle. De cette approche, Wang Wei fait revivre sous nos yeux une expérience mystique dans ses étapes successives. Je cite en la matière un petit commentaire de François Cheng. En chinois, les caractères simples cherchent à signifier d'eux-mêmes, frappent par leur aspect gestuel et emblématique. On cherche à supprimer le gratuit et l'arbitraire à tout niveau, en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre signe et monde, et par là entre homme et univers. Les paysages sont encore plus pittoresques, variés, voire miraculeux entre pictogrammes, idéogrammes et alphabet. Victor Hugo est le premier grand maître à examiner les pictogrammes à l'appui de sa langue maternelle. Il note ainsi en 1871. Avez-vous remarqué combien l'Y est une lettre pittoresque qui a des significations sans nombre? L'arbre est un Y, l'embranchement de 2 routes est un Y, le confluent de 2 rivières est un Y, une tête d'âne ou de bœuf est un Y, un ver sur son pied est un Y, un lys sur sa tige est un Y, un suppliant qui lève les bras au ciel est un Y. La société humaine, le monde, l'homme tout entier est dans l'alphabet. La maçonnerie, l'astronomie, la philosophie, toutes les sciences ont là leur point de départ imperceptible, mais réel, et cela doit être. L'alphabet est une source. En fait, Hugo est inspiré par Judith, fille du célèbre poète Gautier. Ce dernier recueille en 1860 un lettré chinois du nom de Ding Dunling qui apprend à Judith la langue chinoise et l'initie à la littérature de l'Empire du Milieu. En 1867, Judith publiait le livre de Jade, une collection d'anciens poèmes chinois traduits avec l'assistance de son précepteur, et obtient un grand succès. Elle envoie un exemplaire à Hugo, ami de son père, qui lui répond après minutieusement lecture. Vos idéogrammes poétiques m'ont ouvert un nouvel horizon. Il fait jour dans la nuit. Le lendemain, Hugo compose le petit texte cité ci-dessus. Judith deviendra la première femme membre de l'Académie Goncourt. 20 ans plus tard, Paul Claudel est nommé consul à Shanghai. Il séjourne 14 ans en Chine, se passionnant en particulier au taoïsme, au théâtre et aux idéogrammes. En 1898, il vient à Wuhan, mon pays natal. Son hôtel donne sur le fleuve Changjiang. Il contemple le pavillon à grues jaunes. Derrière lui, on voit une gare en construction. Le diplomate écrivain semble entendre le ronronnement du train. Il déclare tout haut « J'ai trouvé en français un pictogramme. C'est la locomotive. Claudel a le coup d'œil. Les 3 O du mot nous évoquent les 3 roues de la machine à vapeur. Le D dessine la cheminée. Un point sur I laisse flotter une tache de fumée noire. Vient ensuite Apollinaire, poète français le plus important de la première moitié du XXe siècle. Il publie en 1926 les calligrammes. Ces textes poétiques sont disposés en forme de pigeon lorsqu'il chante la colombe. Les lettres composant mon cœur pareil à une flamme renversée
sont imprimés en forme de cœur. Le contenu et la forme s'épousent à merveille. En renversant le cœur dense, une flamme apollinaire a ingénieusement développé les magies des pictogrammes chinois suivis de près par Michel Léry. Dans les mots sans mémoire, l'écrivain a composé un tableau original avec amour en majuscule. Il met d'abord un grand A dans le triangulaire vide. Se dresse M à voûte plus plate. Sous M se met O. Dans le O se love U qui porte en son sein R. L'ensemble donne le roc dans l'urne, dans le cercle vicieux, dans le mur raviné, dans la double échelle. C'est une nouvelle manière d'interpréter l'amour, alphabet miraculeux, en poursuivant l'originalité de l'écriture. Léry se fait ainsi son portrait. Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts afin d'éviter qu'ils ondulent. Par crainte aussi que ne se développe une calvitie menaçante. Autant que je puisse en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille ou une falaise. Marque classique, si l'on en croit les astrologues, des personnes nées sous le signe du taureau. Un front développé, plutôt poursuivi, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Mes yeux sont bruns avec le port des paupières habituellement enflammées. Mon teint est coloré. J'ai honte d'une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. On dirait un portrait picto-idéographique. Francis Bonge a une autre modalité de cultiver les pictogrammes. Lorsqu'il utilise table et lézard, le T et le Z sont mis en majuscules contre les règles orthographiques. Le grand T profile une table à pied unique, alors le grand Z épouse la forme du petit reptile ayant des paupières mobiles et une queue pouvant se couper, et courant rapidement avec le ventre au contact du support. Dans le parti pris des choses, le chef-d'œuvre du poète, on relève un magnifique petit texte intitulé « L'huître », je cite, « de la grosseur d'un galet moyen, l'huître est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon. Se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger, sous un firmament à proprement parler de nacre. Les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, franchi d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à Sornay. Le poème en prose se divise en 3 paragraphes. Les 2 premiers, plus longs, évoquent les 2 écailles du mollusque. Le 3e, plus court, suggère une perle qui pourrait s'orner à l'intérieur de l'huître. Par la pictographie textuelle et l'épaisseur des mots, Bonge réussit à décrire objectivement un petit objet quotidien. Depuis des millénaires, les écrivains occidentaux ont trop humanisé les choses, les pliant à leur volonté tyrannique. Bonge veut se ranger du côté des choses et écrit à leur place. Il en a ainsi rénové la littérature française. Bachelot sonne l'heure, l'huître devient aujourd'hui un texte constamment cité et repris par les manuels scolaires. Je termine par Henri Michaud. Parmi les écrivains français, il s'inspire et se nourrit le plus de la langue chinoise. Tout enfant, il a 2 grandes passions, observer les fourmis
et admirer les idéogrammes chinois. En 1931, le poète d'origine belge arrive en Chine. Son voyage dure un mois. Il regarde, il réfléchit, il note émerveillement. Quand je vis la Chine pour la première fois, des peuples sur cette terre méritent d'être réels. Comment n'écrirait-on pas sur un pays qui s'est présenté à vous avec l'abondance des choses nouvelles et dans la joie de revivre? 2 ans plus tard, il publie un parbre en Asie. À propos de la langue chinoise, il propose de pertinentes remarques. La langue chinoise, elle, n'a pas été faite comme les autres, forcée par une syntaxe bousculant et ordonnatrice. Les mots n'en ont pas été durement, avec autorité, méthode, redondance par voie d'étymologie. Non des mots d'une seule syllabe, et cette syllabe résonne avec incertitude. Michaud n'a pas systématiquement appris le chinois. Il en connaît une centaine de mots, mais il sait bien nager entre plusieurs langues et par confrontation arrive à mieux connaître le fonctionnement de sa propre langue et ses limites. Au fond, le poète caresse 2 rêves. Posséder une écriture dynamique et individuelle qui serait pur mouvement et élan. Parvenir à un langage universel plus près de la nature est une source. Dans la poursuite de ces idéaux, il est intensivement fasciné par les pictogrammes et les idéogrammes chinois. En 1975, Michaud consacre à la langue chinoise un petit ouvrage intitulé « L'idéogramme en Chine ». À cette période, ses connaissances sur la langue chinoise se sont beaucoup approfondies. Il tend sa quête vers la signifiance de l'évolution de la langue chinoise en considérant la relation entre les signes et son référent. Au lieu de s'attacher à l'infinie complexité du sens, il y pose un regard intuitif et poétique. S'il n'a pas, comme Sicalan, pénétré au fond de la matière épaisse du chinois, il a le mérite de dégager son âme essentielle. En ceci, il s'apparente au peintre traditionnel chinois qui cherche avant tout à capter le spirituel au-delà de la ressemblance matérielle. À partir d'une notation impressionniste du premier contact, Michaud développe une méditation fragmentaire en regard de quelques idéogrammes calligraphiés imprimés à l'encre rouge. Voici le début de son livre. Traite dans toutes les directions, en tous sens des virgules, des boucles, des crochets, des accents, des tons, à toute hauteur, à tout niveau, déconcertants buissons d'accents, des griffures, des brisures, des débuts paraissant avoir été arrêtés soudain, sans corps, sans forme, sans figure, sans contour, sans symétrie, sans un centre, sans rappeler aucun connu. Tel est le premier abord. On assiste ainsi à la naissance de l'écriture chinoise. Michaud ajoute dans la note ce qui, paraissant gribouillis, fut comparé à des passages d'insectes, à d'inconsistantes traces de pattes d'oiseaux dans le sable, continue de porter, inchangé, toujours lisible, compréhensible, efficace, la langue chinoise, la plus vieille langue vivante du monde. Selon la légende, l'écriture chinoise est inventée par Changqi, qui a observé le ciel et les traces des oiseaux et des insectes laissés sur la plage. Le grand acte accompli, il pleut directement les céréales et les diables pleurent à chaudes larmes en pleine nuit. Cette réaction inattendue trahit un secret terrestre. L'invention de l'écriture a touché le nerf le plus sensible de notre globe. En effet, l'humain existe depuis 1 600 000 ans. Il a passé un tiers à apprendre à marcher debout. Loin des 4 pattes, l'homme trébuche, marche à pas lents. Il doit encore s'exercer à courir d'où traîne. Mais l'invention des écritures au IIIe siècle avant Jésus-Christ a accéléré la civilisation humaine au travers des pinceaux, plumes, stylos, imprimeries, télégrammes et ordinateurs. De nos jours, les internets et les portables omnipotents ont construit une tour Babel et changé merveilleusement notre vie quotidienne.
On ne sait plus quels anges et démons vont sortir de la boîte Pandore, mais on est très heureux de rejoindre Wuhan et Paris en 3 secondes. Au temps de Louis XIV, il faut 6 mois en bateau pour envoyer une lettre d'une ville à autre. Avec l'accent vibrant du mythique, il y eut une époque, Michaud retrace poétiquement l'évolution de l'écriture chinoise. Pictographique à l'origine, la langue chinoise présente une lisibilité primitive. Le caractère était senti, encore parlant, puis le retrait du sensible au profit du plaisir de s'abstraire. Du coup, mandarin pour le secret, la réserve et la prudence. Enfin, le retour partiel des signes originaires. Dans l'abstraction, la langue chinoise se souvient de son ancienne naïveté. Si elle est passée du charme de ressemblance à la plus subtile libération, c'est que le destin du chinois dont l'écriture était absolue non-pesanteur. C'est une langue exemplaire qui puisse répondre à la double exigence langagière de Michaud. Primitive, elle garde le réel originel, la poésie première, la surprise de l'originel rencontre où l'on est plus près de la nature. Abstrait, les caractères évolués conviennent mieux à la vitesse, à l'agilité, à la vive gestualité. Dans l'abstraction même, elle continue de fêter une enfance. Ce petit ouvrage d'une 20aine de pages était tout d'abord une préface inaugurant une exposition picturale de Zhao Wuqi, célèbre peintre français d'origine chinoise. Ces tableaux nous fascinent par une miraculeuse alliance des arts chinois et français. Une magnifique combinaison des pictogrammes et des alphabets. Comme la peinture, le chinois est une langue d'espace qui propose à la vue, il présente des qualités particulières. Les premières traces attestées remontent à 3500 ans, à la dynastie des Shangyin, intimement liées au sacré. Elles sont chargées de transcrire les questions des divins, d'enregistrer les réponses obtenues sur les carapaces des tortues. Commentaire des signes du destin, l'écriture chinoise a d'abord été l'apanage des prêtres avant de devenir l'instrument du pouvoir civil et politique. Markel Granet observe avec pertinence: le chinois est une langue de civilisation, il vise avant tout à agir. Il prétend moins à informer clairement qu'à diriger la conduite. Il est efficace et possède une puissance tangible. Les moines taoïstes s'en servent pour conjurer les démons. Dans les coutumes populaires, on attache au cou des enfants un cadenas gravé du caractère longévité ou bonheur pour les retenir fermement à la vie et éviter le malheur. Au seuil du Nouvel An, aujourd'hui encore, nous affichons sur la porte des formules calligraphiées qui permettraient, dit-on, d'apporter des chances et des richesses. À la suite des idéogrammes en Chine, Michaud poétise davantage à la chinoise en privilégiant la phrase nominale. Je cite quelques vers tirés d'un moment. Nappe, flux, afflux, affluence attirante, brouillage, des signes, bleu, sans angoisse, défait de toute contrainte, lumière. Quelle lumière? C'est la voix sûrement. Je m'en remets à elle. Ces vers nous rappellent le fameux texte de Ma Zhiyuan. Tige, séché, arbre vieux, corbeau noir, petit pont, ruisseau chantant, une maison, chemin antique, vent d'ouest, cheval maigre. Le soleil décline. Le voyageur au cœur brisé se profile à l'horizon. 枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。Au soir de sa vie, Michaud confie à François Cheng: La langue chinoise m'a ouvert une fenêtre qui donne sur une prairie semée de roses et de jasmin. Le jasmin est une fleur à caractère chinois. Il parfume le thé et nos idéogrammes comme une immaculée qui montre la voie. Michaud.
Ainsi prend fin le troisième et dernier chapitre de la série intitulée Points communs entre les caractères chinois et le français, œuvre de M. Tu Qinggang, professeur de littérature française à l'université de Wuhan. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.